Dans notre Normandie, glorieuse et mutilée, Bayeux et ses environs ont été les témoins d'un des plus grands événements de l'histoire, et nous attestons qu'ils l'ont bien mérité et qu'ils s'en sont montrés dignes. Ici, 4 années après le désastre initial de la France et des Alliés, commença la victoire finale des Alliés et de la France. Ici, l'effort de ceux qui n'avaient jamais cédé et autour desquels, à cause de cela, s'était rassemblé l'instinct national et reformé la puissance française, trouva sa décisive justification. En même temps, c'est ici que sur le sol des ancêtres réapparut l'État. L'État légitime, sa volonté de survivre et de triompher n'avait jamais tenu le désastre de 1940 pour autre chose que pour une péripétie dans la lutte mondiale où la France servait d'avant-garde, si beaucoup se plièrent par force aux circonstances. Le nombre de ceux qui les acceptèrent dans leur esprit et dans leur cœur fut littéralement infime. Jamais, non pas une seconde, la France ne crut que l'ennemi n'était pas l'ennemi et que le salut était ailleurs que du côté des armes de la liberté. Partout où se déchiraient les voiles, le sentiment profond du pays apparaissait dans sa réalité. Partout où paraissait notre croix de Lorraine, s'écroulait l'échafaudage d'une autorité fictive, bien qu'elle fût en apparence constitutionnellement fondée, tant il est vrai que les pouvoirs publics ne valent que s'ils reposent sur l'intérêt supérieur du pays et sur l'adhésion générale des citoyens en matière d'institutions. Bâtir sur autre chose, ce serait bâtir sur du sable. Ce serait risquer que l'édifice s'écroule, une fois de plus, à l'occasion d'une de ces crises auxquelles, par la nature des choses, notre pays se trouve si souvent exposé. Voilà pourquoi, une fois assuré le salut de l'État dans la victoire remportée et dans l'unité nationale maintenue, aucune tâche n'était plus urgente et plus essentielle que de bâtir les institutions nouvelles de la France. Dès que cela fut possible, le peuple français fut donc invité à élire ses constituants tout en fixant à leur mandat des limites déterminées et en se réservant à lui-même la décision définitive. Puis, le train mis sur ses rails, nous-mêmes, nous sommes retirés de la scène pour ne pas jeter dans les luttes politiques ce qu'en vertu des événements nous pouvons symboliser qui appartient à la nation tout entière. Et aussi pour qu'aucune considération relative à un homme, tandis qu'il est généraux et municipaux, et qui aura pour tâche d'amener la première assemblée à réviser, s'il y a lieu, ses premières décisions ou à examiner d'autres projets. Il sera normal d'y introduire également des représentants des grandes organisations économiques, familiales, intellectuelles, de telle manière qu'à l'intérieur même de l'État
se fasse entendre la voix des grandes activités du pays. Les membres de cette deuxième assemblée se réunissant avec les représentants désignés par les assemblées locales des territoires d'outre-mer constitueront le Grand Conseil de l'Union française apte à délibérer des questions et des lois qui concernent l'Union française, en particulier les relations extérieures, les budgets, les rapports intérieurs, la défense nationale, l'économie et les communications. Du Parlement ainsi composé de deux chambres, il est clair que ne peut pas et ne doit pas procéder le pouvoir exécutif sous peine d'aboutir à cette confusion des pouvoirs qui aurait pour résultat que le gouvernement de la France ne serait bientôt plus qu'un assemblage de délégations. Sans doute aura-t-il fallu, pendant la période transitoire où nous sommes, faire élire par l'Assemblée nationale constituante le président du gouvernement provisoire, parce que sur la table rase, il n'y avait pas d'autre procédé acceptable de désignation. Mais cela ne peut être qu'un expédient du moment. En vérité, l'unité, la cohésion, la discipline intérieure du gouvernement de la France doivent être tenues pour des choses sacrées. Et sous peine que la direction même du pays ne soit bientôt impuissante et disqualifiée. Et comment cette unité, cette cohésion et cette discipline seraient-elles maintenues à la longue si le pouvoir exécutif procédait de l'autre pouvoir auquel il doit faire équilibre, et si chaque membre du gouvernement, lequel est collectivement responsable devant la représentation nationale, chaque membre du gouvernement n'était à son poste que le mandataire d'un parti. C'est donc du chef de l'État, élu par un collège électoral qui englobe le Parlement, mais qui le dépasse largement de manière à en faire le président de l'Union française, en même temps que celui de la République. C'est du chef de l'État que doit procéder le pouvoir exécutif. À lui la charge d'accorder les nécessités générales concernant le choix des hommes avec l'orientation qui se dégage du Parlement. À lui la mission de nommer les ministres, et d'abord, naturellement, le premier qui a la charge, lui, de diriger l'action, la politique et le travail du gouvernement. Au chef de l'État, la fonction de promulguer les lois et de prendre les décrets, parce que c'est vis-à-vis de l'État tout entier que ceux-ci, comme celle-là, engagent les citoyens. À lui l'attribution de servir d'arbitre, d'abord normalement par le Conseil, et puis dans les cas de grande confusion, en invitant le pays à faire connaître par des élections sa volonté et sa décision souveraine. À lui encore la tâche de présider les conseils du gouvernement de manière à y assurer la continuité au milieu dont une nation ne se passe pas. À lui enfin, si le péril extérieur devait une fois de plus peser sur la France, à lui le devoir d'être cette fois le garant de l'indépendance nationale et des traités conclus par la France. Des Grecs jadis demandaient aux sages Solon quelle est la meilleure constitution. Il leur répondait: dites-moi d'abord pour quel peuple et à quelle époque,
Aujourd'hui, c'est du peuple français et des peuples de l'Union française qu'il s'agit, et à une époque bien dure et bien dangereuse. Prenons-nous tels que nous sommes, prenons le siècle comme il est. Nous avons à accomplir une rénovation profonde malgré d'immenses difficultés, une rénovation qui conduise chaque homme et chaque femme de chez nous à plus d'aisance, à plus de sécurité, à plus de joie, et qui nous fasse tous ensemble plus nombreux, plus puissants, plus fraternels. Nous avons à conserver la liberté sauvée avec tant et tant de peine. Nous avons à assurer le destin de la France malgré tous les obstacles qui se dressent sur sa route et sur celle de la paix. Nous avons à déployer parmi nos frères les hommes tout ce dont nous sommes capables pour aider notre pauvre vieille mère, la terre. Tout cela, c'est une tâche infiniment difficile.